Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans Droit et Devoir, aujourd'hui, nous parlerons de la rupture des liens conjugaux, une décision prise lorsque la mésentente entre les époux rend la vie commune impossible, de la séparation de corps au divorce. C'est le thème de ce soir et pour en parler, je reçois sur ce plateau Dr Michel Tchatcha. Il est docteur en droit privé. Monsieur Dr Tchatcha, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame la journaliste et merci. Alors docteur, vous avez nous dit la loi en matière de séparation de corps, que dit-elle? Merci Madame la journaliste. En matière de séparation de corps, on peut se référer à notre Code des personnes et de la famille, précisément en son article 272, qui prévoit la séparation en deux corps. Et cette séparation de corps, comme on l'a dit, comme le législateur l'a dit, c'est le relâchement du lien conjugal. C'est-à-dire, au départ, les deux épouses se sont mariées. À un moment donné, il y a incompatibilité d'humeur et ils se décident de s'éloigner l'un de l'autre. Mais ils ne peuvent pas le faire à leur bon ensemble. Ils saisissent l'un ou l'autre saisit le juge, ou bien les deux à la fois saisissent le juge, pour demander une séparation, c'est-à-dire le relâchement du lien conjugal. Et en ce moment, ils font domicile à part. C'est ce que la loi prévoit précisément en son article 271 sur la séparation de corps. Et en quoi cette procédure avantage-t-elle le couple? Oui, et cette procédure de séparation de corps a quelque peu d'avantages pour les couples parce que, et vous savez, lorsqu'il y a incompatibilité d'humeur, il peut y arriver que cette incompatibilité d'humeur puisse aussi amener les époux à retrouver leur bon sens, c'est-à-dire à trouver la solution à leurs différends en cet instant T. Et en ce moment, lorsqu'on leur donne un peu de temps pour se rechercher, parce que c'est ce que le relâchement du lien conjugal veut dire. C'est-à-dire, on vous donne un peu de temps pour réfléchir si vous devez aller en divorce ou bien si vous devez vous remettre de nouveau ensemble. Donc, ce relâchement du lien conjugal a pour avantage de permettre aux époux de réfléchir sur le lendemain de leur union. C'est ce qu'on peut dire en ce qui concerne l'avantage primordial pour les époux. Vous venez de dire que du temps est accordé aux époux pour réfléchir sur leur union. À quel moment alors cette procédure de séparation de corps prend fin? Cette procédure de séparation peut prendre fin, le premier que je veux citer, ce qu'on ne souhaite pas, ça peut prendre fin par le décès d'un des époux. Et donc, s'il y a décès, ça prend fin. En dehors de ça peut prendre fin aussi par une fin heureuse, si nous pouvons le dire, c'est-à-dire, après un bout de temps, les époux se mettent de nouveau ensemble et la vie conjugale reprend. Ou bien, ça peut aussi prendre une autre fin, c'est-à-dire à un moment donné, les époux ne trouvent pas solution à leur mésentente et ils vont en ce moment vers le divorce, c'est-à-dire la séparation définitive du lien conjugal. Vous avez commencé à donner la définition du divorce et vous allez continuer d'ailleurs. C'est quoi le divorce? Le divorce, comme le prévoit notre Code des personnes et de la famille, le divorce, c'est, comme je viens de dire, c'est la dissolution totale du lien matrimonial, la dissolution totale du lien conjugal, c'est-à-dire les deux époux qui s'étaient mariés devant l'officier d'état civil au départ, à un moment donné, se séparent totalement. Il n'y a plus de devoir de fidélité, il n'y a plus eu de devoir de secours. Toutes les obligations qui sont dans le lien conjugal s'estompent et chacun reprend sa vie tout comme s'il est devenu de nouveau célibataire, apte à se mettre dans un nouveau lien.
C'est ce que nous pouvons expliquer aux téléspectateurs à travers le divorce. Nous avons parlé tout à l'heure de la première étape qui est la séparation de corps. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette séparation de corps n'est pas un moyen pour les époux d'accepter facilement le divorce? Est-ce que ce n'est pas un cheminement vers le divorce? On dira pour cette question oui et non. Oui, cette séparation est un moyen aux époux d'accepter facilement le divorce à condition que ces époux arrivent à se mûrir, à se comporter comme des personnes civilisées pour affronter leur divorce. Elle peut paraître aussi contraire, c'est-à-dire elle peut ne pas être un moyen de divorce pour les époux lorsque ces époux n'arrivent pas à un moment donné à trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire le conflit continue et c'est de manière houleuse et ils vont vers un divorce très contentieux. Alors que dans le premier cas, lorsque nous disons ça peut être un moyen pour eux de facilement aller vers le divorce, ils peuvent, dans un premier temps, comme le Code des personnes et de la famille l'a dit, ils peuvent, si c'est après 2 ans de vie commune, aller vers ce qu'on a appelé dans le Code des personnes et de la famille le divorce par consentement mutuel. Et s'ils n'arrivent pas à trouver une solution sur ce terrain et que le conflit persiste, ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, en ce moment, ils vont carrément vers un divorce beaucoup plus contentieux avec, comme le dit le commun des mortels, tous les secrets du dedans viennent au dehors. Tout à fait. Alors, lorsque l'un des époux décide d'aller vers le divorce, quelle est la démarche qu'elle doit adopter, qu'elle ou il doit adopter? Lorsque l'un des époux demande d'aller vers le divorce, il y a 2 manières. Dans un premier temps, comme je viens de le dire, il y a le divorce par consentement mutuel. Et pour ce divorce par consentement mutuel, il leur faut obligatoirement 2 ans de vie commune. C'est-à-dire, c'est après 2 ans de vie conjugale, c'est en ce moment que l'un des époux, ou bien les deux, font une demande conjointe vers le juge pour lui dire nous ne nous entendons plus, nous voulons divorcer. Est-ce qu'à ce niveau, justement, lorsqu'on parle de divorce par consentement mutuel, le couple est obligé de passer par la première étape, c'est-à-dire la séparation de corps, puisque là, il y a consentement? Oui, à ce niveau, ce n'est pas nécessaire de passer par la séparation de corps. Ils peuvent, après 2 ans de vie conjugale, aller directement vers le divorce par consentement mutuel. Et ce qui est particulier encore à ce niveau, ce n'est pas nécessaire aux époux de dire au juge les motifs pour lesquels ils veulent divorcer. Ils vont seulement voir le juge, soit c'est l'un ou bien les deux, ils vont voir le juge pour dire « nous voulons divorcer ». Et lorsqu'ils viennent vers le juge aussi n'a pas le droit de leur demander « pourquoi vous voulez divorcer ». Et le juge les écoute seulement pour voir comment ils veulent régler les conséquences du divorce, c'est-à-dire les enfants à prendre à charge, et le patrimoine qui va prendre tel bien, qui va ainsi de suite, et comment gérer, et la pension alimentaire. Et à ce niveau, le juge ne tente pas, est-ce qu'il ne tente pas de les dissuader? Oui, dans un premier temps, il y a ce qu'on a appelé la conciliation. Et cette conciliation est obligatoire pour toute procédure de divorce. Dans un premier temps, le juge tente de les concilier. Et s'il tente, et maintes fois, il échoue, ou bien s'il constate que les époux sont fermes sur leur décision d'aller en divorce, là, il fait un procès de non-réconciliation des époux et on va vers le divorce. C'est la conciliation qui est également la médiation familiale? Non. Quelle est la différence alors? La conciliation n'est pas la médiation familiale, mais la conciliation a tendance à ressembler un peu à la médiation familiale. Parce que dans la conciliation, qu'est-ce qui se passe? Le conciliateur fait des propositions
aux parties. Alors que dans la médiation, il n'y a pas une proposition. La médiation se fait par un tiers qui est sans pouvoir, un tiers qu'on a appelé médiateur, qui est sans pouvoir de décision. En plus de ça, qui n'a rien à voir avec la oui, justice. il est impartial. Ça peut être un membre de la famille. Ça peut être souvent ce que nous constatons dans nos familles aujourd'hui, c'est souvent des sages, des personnes âgées. Ça peut être le parrain des mariés, ça peut être un grand-oncle, ou bien par exemple le curé, c'est-à-dire un religieux. Et ce tiers, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'amener les deux parties à trouver eux-mêmes la solution. Donc, il n'est pas un arbitre, il n'est pas là non plus pour proposer des solutions, mais il vous amène à travers ces questions et il vous amène à trouver vous-même la solution de votre conflit. Donc, c'est une manière de responsabiliser les époux et en même temps de leur donner le pouvoir de trouver eux-mêmes leur solution que d'aller vers le juge pour le juge va trancher leur litige et leur imposer une solution. Et l'initiative de la médiation vient de qui? Des époux? L'initiative de la médiation peut venir d'un seul des époux ou bien ça peut venir des deux. Et si nous prenons aujourd'hui notre code des personnes et de la famille, lorsqu'on parle de divorce par consentement, il est bien vrai, la médiation familiale n'est pas encore prévue par le législateur béninois, mais il y a une manière facile de passer par la médiation et aller vers le divorce. Si nous prenons notre code des personnes et de la famille, le législateur a dit, lorsque les époux demandent le divorce par consentement mutuel, ils élaborent une convention que le juge plus tard va homologuer. Cette convention, je vous ai dit tout à l'heure, regroupe comment est-ce que le patrimoine sera partagé, comment est-ce que la pension alimentaire, qui va payer telle pension alimentaire et qui va garder les enfants. Donc, voilà le contenu de leur convention. Donc, ils le font avant de se retrouver devant le juge? Non, ils peuvent le faire tout juste après la première rencontre avec le juge. Et le juge regarde si cette convention respecte notre ordre public et les bonnes mœurs. Si cette convention remplit ces conditions... Rapidement, quel est le contenu? Pour mieux expliquer aux téléspectateurs quel est le contenu de la convention. Permettez-moi de terminer. Lorsque cette convention remplit ces conditions, le juge va l'homologuer. Donc, actuellement, lorsque nous parlons de la médiation familiale, c'est-à-dire, ils vont vers le médiateur qui va les aider à trouver le terrain d'entente pour la rédaction de cette convention et le juge l'homologuera. C'est ce qu'on peut dire à travers et la démarche de la médiation et du divorce par consentement mutuel. On est curieux quand même de connaître le contenu de la convention. Qu'est-ce qui est inscrit dedans? Le contenu de la convention, ça regroupe les effets, les conséquences du divorce. Vous voyez, dans un premier temps, on s'est mis ensemble, donc on a construit une maison ensemble, on a obtenu un patrimoine ensemble, on a fait des enfants. Donc, comment est-ce que les enfants seront gérés après notre séparation, parce que chacun ira de son côté. Voilà le contenu de cette convention. Ça va regrouper les effets après le divorce. Et qui va payer la pension alimentaire? Qui va supporter l'éducation des enfants? Donc voilà en gros le contenu de la convention. Et outre le divorce par consentement mutuel? Oui, à part le divorce par consentement mutuel, je vous avais dit, l'un des époux peut saisir le juge pour demander le divorce. Ça, notre législation l'a appelé le divorce accepté. Donc, il peut demander le divorce et l'autre époux peut accepter aussi. Et après, les deux vont vers le juge pour élaborer la convention. Mais s'il arrivait que les deux
l'un demande le divorce et l'autre ne veut pas, ou bien dans un autre cas, il y a ce qu'on appelle le divorce contentieux. C'est-à-dire les deux ne sont pas prêts pour aller au divorce par consentement mutuel. Ou bien peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas encore fait les 2 ans de vie conjugale pour demander le divorce par consentement mutuel. Ça, c'est le divorce contentieux. Et ce divorce contentieux amène à la fin à une solution, c'est-à-dire soit on prononce le divorce au tort réciproque, au tort des 2 époux, ou bien on prononce le divorce au tort de quelqu'un. C'est-à-dire on prononce le divorce parce que les 2 sont fautifs, ou bien on prononce le divorce parce qu'un époux est fautif. Donc lorsqu'on prononce le divorce au tort de quelqu'un, vous savez par la suite qu'il doit payer des dommages et intérêts pour cette rupture brusque de la vie conjugale. On va revenir sur les conséquences, mais dites-nous, est-ce qu'à ce niveau, dans cette forme de divorce, la médiation familiale intervient également? Oui, quel que soit le type de divorce, même quel que soit le type de vie conjugale, la médiation est à la fois en matière de conflit et dans une prévention des conflits. Il peut y arriver que, vous voyez maintenant, je suppose, il y a un couple où l'homme est protestant, la femme est catholique, et les deux se demandent, nos enfants iront à quelle église? Nos enfants iront à quelle école? Est-ce une école catholique ou bien une école protestante? Donc, voilà un éventuel conflit. Ils peuvent faire appel au médiateur et qui va les aider à trouver une solution. Et lorsqu'ils vont aussi vers le divorce contentieux, oui, le divorce contentieux, à ce niveau, vous savez que les deux sont en conflit. Chacun veut tirer la grosse partie du patrimoine vers lui. Lorsqu'ils sont à ce niveau, ils peuvent aussi faire appel au médiateur. Parce que souvent, quand ils sont à ce niveau, ils n'arrivent pas à se parler. Et le médiateur, lui, il vient pour beaucoup plus activer la communication entre ces deux parties et en conflit. Donc, grâce au médiateur, ils reprennent leur vie, leur responsabilité pour mieux s'écouter, mieux s'entendre. Et le contentieux, au lieu d'être très houleux, peut devenir un peu plus acceptable, un peu plus pacifique pour les deux époux. Et parce que le nœud de ces séparations définitives, c'est de sauvegarder la parentalité, le lien parental. Parce que après, lorsque nous allons nous séparer, il faut veiller sur les enfants. Et si on ne se sépare pas bien, vous savez que chacun va dire, bon, les enfants ne sont plus avec moi, donc rien ne me regarde. Alors, docteur, la médiation familiale, on suppose que c'est la première étape avant la présentation des époux devant le juge. Alors, lorsque les époux se retrouvent devant le juge, quel rôle premier ce juge joue avant d'aller à la prononciation du divorce? Oui, merci madame. Lorsque les époux se retrouvent devant le juge, la première des choses que le juge fait... Parlant bien sûr du contentieux, du divorce par contentieux. La première des choses que le juge fait, il tente de les concilier. Parce que vous savez, les époux sont comme la langue et le dent, et les dents du moins, et la dent. Donc, à des moments donnés, ces époux, comme je viens de les comparer aux dents et à la langue, ça ne marche pas et la dent marche sur la langue. Donc, le juge se dit, peut-être lorsque je vais tenter un tant soit peu de conciliation, ils vont se retrouver et on n'ira pas au divorce et on va prononcer une réconciliation. On va dresser le procès de réconciliation. Mais s'il tente... Et il le fait combien de fois? Il tente combien de fois? Une seule fois?
Oh non, ça dépend du terrain, mais il a la possibilité de tenter une première fois. Et je vais dire même que c'est cette tentation qui le pousse à leur donner un temps qu'on a appelé la séparation de corps. Donc, il leur laisse le temps, 6 mois peut-être, pour aller se chercher. Et si après ce temps, jusqu'à 1 an, il ne trouve pas de solution, là, il sera obligé de prononcer le divorce. À chaque fois qu'il vient, il a la possibilité de tenter et cette réconciliation. Est-ce que la rencontre en vue d'une conciliation se fait en présence des deux époux ou le juge reçoit chaque épout? La première des tentatives de conciliation, ou bien la énième tentative de conciliation, dans un premier temps, le juge peut décider de les recevoir tous les deux, ou bien il décide de les recevoir séparément. Et c'est à lui de savoir la teneur du conflit. Si les deux époux, sont des chiens et chats, à cette période, il lui est difficile de tenter une conciliation séance tenante. Il peut les écouter d'abord séparément et par la suite les écouter conjointement pour voir dans la mesure du possible ce qu'il faut faire. Mais c'est toujours à huis clos. Et après cette tentative de conciliation, le juge ne réussit pas à les réunir. Alors, on passe à la procédure de divorce. Alors, lorsque l'un des époux refuse d'aller au divorce, que se passe-t-il? Lorsque l'un des époux refuse d'aller au divorce, si les preuves du tort des fautes qu'on lui reproche existent, le juge donnera un peu de temps. Mais si les preuves sont irréfragables, il n'a pas le choix. Veut ou veut pas, on finira par le prononcer. Parce qu'il ne peut pas contraindre l'autre à rester dans une union qu'il ne veut pas. Alors, le juge... À ceci, nous prenons aussi cette séparation. Vous voyez, lorsque cette séparation dure un certain temps, le juge est obligé de prononcer le divorce. Est-ce qu'il y a un délai fixe pour la séparation de corps? Je ne me rappelle pas exactement, mais le Code des personnes et de la famille a fixé un délai au bout duquel le juge est contraint de prononcer le divorce après un temps donné de séparation de corps. Il peut aussi arriver que le juge aussi, vous avez dit qu'il peut y arriver que l'un des époux n'accepte pas le divorce. Le juge aussi peut aussi refuser de leur donner le divorce s'il constate que l'intérêt des enfants est en jeu. C'est-à-dire, au nom de l'intérêt des enfants, le juge peut renoncer à la prononciation du divorce. Mais comment l'intérêt des enfants est en jeu si le couple... Non, c'est vrai, l'intérêt des enfants est en jeu, mais le couple n'arrive pas à s'entendre. Doit-on les contraindre à rester ensemble? Là aussi, c'est pas pour l'intérêt des enfants est également en jeu. Oui, et le Code des personnes a prévu cela, qu'au nom de l'intérêt des enfants, on peut ne pas prononcer, le juge a la possibilité de ne pas prononcer le divorce. Dans quel cas, lorsqu'on parle d'intérêt des enfants? Le juge n'a pas la possibilité de ne pas prononcer le divorce éternellement. Ce n'est que pour un temps. Mais le Code des personnes et de la famille n'a pas fixé le temps au bout duquel, au nom de l'intérêt des enfants, le juge ne peut pas prononcer le divorce. Lorsqu'on parle d'intérêt des enfants, on a envie de bien comprendre qu'est-ce qu'on y met exactement. Intérêt des enfants, je vais dire que c'est tout ce qui est nécessaire pour l'épanouissement de l'enfant, que ce soit son éducation en général, ses loisirs, tout ce qu'on peut eux-mêmes pour que l'enfant puisse s'épanouir. Et l'intérêt de l'enfant varie d'une famille à une autre. Parce qu'on ne peut pas voir, nous ne pouvons pas être une famille
moyenne, à revenus financiers moyens, et on va élever l'intérêt de notre enfant au même degré qu'une famille bourgeoise. Donc, c'est avec les conditions que le juge essaie d'apprécier l'intérêt de l'enfant. Le législateur n'a pas donné un contenu à l'intérêt de l'enfant. Ce qu'on a dit en général, c'est beaucoup plus pour l'épanouissement de l'enfant. Alors, docteur Tchatcha, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez un mot pour conclure? Merci, madame la journaliste. Mon mot de fin, c'est de conseiller beaucoup plus les familles, les couples, de préserver l'intérêt de l'enfant, de préserver le bonheur de l'enfant, quel que soit le type de conflit auquel ils sont confrontés, même si demain ils se séparent, de garder le lien parental. Que chaque partie ne se dise pas que ce n'est pas moi qui ai la garde de l'enfant, mais qu'ils se disent que c'est toujours mon enfant. Et en ce moment, nous aurons demain une société meilleure. Une société meilleure. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission, de ce numéro de votre émission Droit et Devoir, qui aujourd'hui nous a permis de mieux comprendre les différentes procédures lorsque les époux décident de rompre le lien familial, le lien conjugal. Ce sera tout. Merci pour l'attention et à bientôt.